On va voir aujourd'hui le cours concernant l'éthiopathogénie du cancer. Il faut comprendre d'abord le titre. En médecine, l'éthiopathogénie ou encore appelée étiologie est l'étude des causes et des facteurs d'une maladie. Ce terme est aussi utilisé dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie pour l'étude des causes des maladies mentales. L'étiologie définit l'origine d'une maladie en fonction de signes ou symptômes, c'est-à-dire de ses manifestations sémiologiques. L'étiologie, du grec aitiologia, recherche ou exposition des causes, concerne une école philosophique de l'Antiquité s'intéressant à l'étude des causes. Généralité. Notre corps compte quelques 100 000 milliards de cellules, à peu près 10 000 fois plus que d'habitants sur la Terre. Si on les mettait toutes bout à bout, on aurait un joli ruban de quelques 15 000 km de longueur. Il y a environ 250 types cellulaires différents. Certains estiment que 50 à 70 milliards de ces cellules meurent chaque jour. Près de 20 millions de cellules se divisent en 2 cellules filles chaque seconde. Le terme diviser est d'ailleurs assez mal choisi, puisqu'en biologie, diviser veut dire en fait dire multiplier. Quand on dit qu'une cellule se divise, ce n'est pas une réduction, puisqu'en fait elle double. Toutes les informations nécessaires sont dans le code génétique qui doit être intégralement recopié et transmis aux cellules filles. Des erreurs se produisent ainsi tous les jours et doivent être réparées dans une homéostasie harmonieuse. Exceptionnellement, une erreur survient d'une manière irrémédiable et permet l'initiation du processus cancéreux. Plus nous vieillissons, plus nos cellules doivent se régénérer et sont exposées à la survenue d'erreurs pouvant être la cause des cancers. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur initiale. Elles migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur, c'est ce qu'on appelle une métastase. La cancérogénèse est l'ensemble de phénomènes transformant une cellule normale en cellule cancéreuse. B. L'intérêt. Le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde. Il a fait 8,8 millions de morts en 2015. Près d'un décès sur 6 dans le monde est dû au cancer. Actuellement, 30 à 50% des cancers peuvent être prévenus. La prévention s'oppose sur la réduction des facteurs de risque et l'application des stratégies préventives existantes fondées sur des bases factuelles. On peut aussi réduire la charge de cancer par le dépistage précoce et la prise en charge des patients. Avec une détection précoce et un traitement adéquat, les chances de guérison sont grandes pour de nombreux cancers. Ceci n'est possible que par la bonne compréhension des différents mécanismes à l'origine du cancer. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Les professionnels de la santé, les patients, les chercheurs, les donateurs, tous peuvent contribuer à l'effort mondial contre le cancer. Quelques rappels. Une cellule se reproduit selon une séquence ordonnée d'événements pendant lesquels elle duplique son contenu puis se divise en 2 cellules filles équivalentes.
chez les organismes unicellulaires, chaque division produit un nouvel individu. Chez les espèces pluricellulaires, dont l'homme, la division cellulaire est nécessaire à la formation de l'organisme, à sa croissance et au renouvellement de ses cellules perdues par mort naturelle ou programmée. Un être humain doit fabriquer des millions de nouvelles cellules par seconde. Ce cycle de duplication et de division est appelé cycle cellulaire. Grossièrement, le cycle cellulaire comprend plusieurs phases. La phase G1 qui correspond aux croissances et aux préparations de la réplication. La phase S aux réplications de l'ADN. La phase G2 aux croissances et aux préparations de la mitose. Et la phase M à la division cellulaire à proprement parler. Et pour ce qui concerne l'apoptose ou la mort cellulaire programmée, c'est du grec apo, c'est-à-dire au loin, et ptosis, c'est-à-dire chute, est le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. C'est l'une des voies possibles de la mort cellulaire, qui est physiologique, génétiquement programmée, nécessaire à la survie des organismes multicellulaires. L'apoptose intervient dans l'embryogenèse, le renouvellement des cellules à durée de vie limitée, l'élimination des cellules lésées, par exemple l'émergence des doigts. Au début de sa formation, la main ressemble à une palme, puis les cellules se trouvant entre les futurs doigts disparaissent. L'apoptose est réprimée par certains gènes dits anti-apoptotiques, parmi lesquels la BCL2, la BCLX, la BCLW et la NR13. À l'heure actuelle, il y a en tout 30 membres identifiés chez les eucaryotes supérieurs. L'apoptose est favorisée par d'autres gènes dits pro-apoptotiques, exemple la protéine BAX, la protéine BCL2 Associated X. Des erreurs se produisent et sont réparées. Exceptionnellement, une erreur irrémédiable survient et permet l'initiation du processus cancéreux. Mécanisme de la cancérogénèse. La formation d'un cancer met en jeu un ensemble d'événements qui aboutissent à une prolifération incontrôlée des cellules. Les tumeurs malignes apparaissent lorsqu'environ une demi-douzaine de gènes participant au contrôle et à la croissance cellulaire ont muté, et favorisés grâce à l'exposition à des gènes dits cancérogènes ou cancérigènes. Un cancérogène est un facteur provoquant, aggravant ou sensibilisant l'apparition d'un cancer. Cela peut être un produit chimique simple ou complexe, une exposition professionnelle, des facteurs de risque liés au mode de vie ou encore des agents physiques et biologiques, ce qui provoque un dérèglement moléculaire et des altérations génétiques. Il est clair que nos connaissances actuelles proviennent des études expérimentales ainsi que des études cliniques et épidémiologiques. On considère aujourd'hui qu'il existe une période de latence assez longue. Cette période de latence désigne la période sans symptômes cliniques entre l'exposition des tissus biologiques à des agents dits cancérogènes et à l'apparition du cancer. Les étapes de la cancérogénèse. Premièrement, l'initiation. L'initiation correspond à l'accumulation des anomalies génétiques et qui comporte deux éléments majeurs. L'immortalisation, les cellules deviennent incapables d'initier leur propre apoptose ou ne répondent plus aux signaux extérieurs qui la déclenchent. La perte d'homéostasie représentée par un déséquilibre dans le rapport division-mort qui assure le maintien de la taille et de la fonctionnalité d'un organe. Ces deux éléments majeurs sont causés par soit l'activation ou la dérépression d'un proto-oncogène, soit
par inhibition ou répression d'un anti-oncogène. Mais ces anomalies génétiques sont insuffisantes pour entraîner l'apparition du cancer. Deuxièmement, l'étape de promotion. L'étape de promotion recouvre la réception par la cellule de facteurs de prolifération qui vont entraîner les divisions. Contrairement à ce qui est mentionné dans la diapositive, la promotion est caractérisée par une grande instabilité génomique. Ceci est dû à des mutations de deux types de gènes. Les gènes portiers qui assurent le contrôle du passage à une étape ultérieure du cycle cellulaire. Une perte de fonction de ces gènes permet à la cellule cancéreuse de passer rapidement à la phase ultérieure du cycle, donc in fine de proliférer de façon incontrôlée. Le deuxième type sont les gènes soignants qui assurent d'une manière physiologique la réparation des anomalies liées à l'ADN. Troisièmement, la phase de progression. Il s'agit du développement du cancer donnant des conséquences cliniques. Le cancer peut être limité histologiquement et dans ce cas on parle d'un cancer in situ, ou passer à un stade plus invasif et donner ce qu'on appelle des métastases. Cette phase de progression, ou encore appelée thymorégenèse, est caractérisée aussi par une néoangiogénèse, qui est la mise en place d'une circulation sanguine stable et relativement efficace pour assurer les besoins de la tumeur maligne. Avant de passer aux bases moléculaires de la cancérogénèse, je vais répondre à une petite question. De quoi meurt-on exactement quand on meurt d'un cancer? D'une manière générale, parmi les causes les plus fréquentes, on a l'insuffisance respiratoire, l'hémorragie interne, la dénutrition, l'empoisonnement par accumulation de substances toxiques normalement filtrées et excrétées par les reins. Base moléculaire de la cancérogénèse. Un néoplasme est la conséquence d'altérations successives des génomes des cellules tumorales, qui perturbent de façon permanente l'homéostasie tissulaire. Dans la cellule cancéreuse, il y a rupture permanente de l'équilibre entre les signaux intracellulaires, que ce soit par activation des voies stimulatrices ou par la suppression des voies inhibitrices. La coexistence de plusieurs événements est nécessaire à la transformation cancéreuse. L'activation de nouveaux oncogènes se poursuit tout au long de la progression tumorale. On parle d'un processus multi-étapes. Il existe trois familles de gènes impliqués dans la cancérogénèse: les oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes de maintien de l'intégrité du génome. C'est ce qu'on va voir en détail dans les prochaines diapositives. Premièrement, les oncogènes. Certains virus animaux sont capables d'induire des tumeurs. Les propriétés transformantes de ces virus sont dues à la présence dans leur génome de séquences particulières, les oncogènes viraux, V-onc. Ces gènes renferment à eux seuls toute l'information pour l'activité transformante. Ces gènes sont des formes altérées de gènes normaux, d'origine cellulaire, les proto-oncogènes, qui sont capturés par les rétrovirus au cours de leur réplication. Les proto-oncogènes sont conservés dans toutes les espèces, de l'insecte à l'homme, et jouent un rôle essentiel dans des étapes clés de la régulation de l'embryogenèse ou de la croissance cellulaire ou tissulaire. Ces gènes normaux, lorsqu'ils sont remaniés et ou surexprimés, deviennent des oncogènes, si-onc. Ils peuvent induire l'apparition et ou le développement d'une tumeur.
Les oncogènes sont schématiquement classés en gènes immortalisants codant pour les protéines nucléaires se liant à l'ADN et des gènes transformants. Maintenant, on va voir les mécanismes génétiques d'activation des oncogènes. Premièrement, réarrangement de génome, au cours duquel un génome voit son organisation générale modifiée par le déplacement, la suppression ou la duplication de parties de sa séquence. Les réarrangements de génome couvrent entre autres, au sein d'une même molécule d'ADN, inversion de séquence, délétion d'une ou plusieurs séquences d'ADN, perte d'un bras chromosomique ou duplication de séquences. Et entre les différentes molécules d'ADN, une duplication de chromosomes, une perte de chromosomes, une fusion de deux chromosomes par leurs extrémités, une translocation, c'est-à-dire un échange réciproque de matériel chromosomique entre des chromosomes non homologues, c'est-à-dire n'appartenant pas à la même paire. Exemple, dans la leucémie myéloïde chronique, la translocation réciproque entre les chromosomes 9 et 22 produit un chromosome 22 raccourci, le chromosome de Philadelphie. Cette translocation aboutit à un gène de fusion codant pour une tyrosine kinase activée. Il existe actuellement une molécule thérapeutique capable de bloquer spécifiquement la tyrosine kinase activée par cette translocation. Grâce à cette thérapeutique, le pronostic de la LMC a été transformé. Deuxième mécanisme, l'amplification génique. Ce phénomène correspond à une multiplication du nombre de copies d'un gène. Il résulte d'une augmentation de son expression et serait surtout tardif dans l'oncogénèse. Troisième mécanisme, la délétion, c'est-à-dire la perte d'un fragment chromosomique. Et finalement, un petit mot sur l'intégration virale, que ce soit par des rétrovirus à ARN ou des virus oncogènes à ADN, ou d'autres virus agissent de façon plus indirecte. Exemple, le virus d'Epstein-Barr induit chez les sujets immunodéprimés, VIH, endémie paludique transplantés, une intense prolifération polyclonale des lymphocytes B infectés et augmente ainsi le risque de survenue de translocation chromosomique. Au cours de ces translocations somatiques, peuvent se produire des juxtapositions accidentelles de gènes capables d'activer de proto-oncogènes. Et voici un tableau renfermant des exemples de proto-oncogènes impliqués dans des tumeurs humaines. Le deuxième type de gènes, les gènes suppresseurs de tumeurs. Les gènes suppresseurs de tumeurs ou anti-oncogènes sont des inhibiteurs de la croissance cellulaire. L'inactivation du produit de ces gènes se traduit par l'absence d'un signal de non-prolifération cellulaire. Il s'agit d'une perte de fonction. Le premier gène suppresseur de tumeur décrit est le gène RB du rétinoblastome. Le gène suppresseur de tumeur le plus souvent impliqué est la TP53. Avec des mutations somatiques dans de très nombreux cancers et des mutations, l'inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs fait intervenir les différentes altérations moléculaires à l'origine de la perte de la fonction. Il peut s'agir de mutations ponctuelles, de délétions, d'insertion ou des anomalies de méthylation des promoteurs inhibant la transcription. Il faut savoir aussi qu'une altération des deux allèles est nécessaire à l'obtention d'une perte d'activité. Les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs codent des protéines qui interviennent dans les grandes fonctions cellulaires, telles la signalisation, la prolifération, la différenciation et l'apoptose.
Et voici un tableau contenant des exemples de gènes suppresseurs de tumeurs impliqués dans des tumeurs humaines. Les gènes de réparation de l'ADN. Il s'agit de la troisième catégorie de gènes dont l'altération intervient dans la cancérogénèse. Ils sont impliqués dans la progression tumorale sur le mode récessif, c'est-à-dire ils interviennent indirectement dans ce processus. Les systèmes de réparation sont répartis en deux catégories en fonction de l'origine de la mutation. Un système de réparation des mises à pareillement intervient lorsque les mutations de l'ADN résultent d'erreurs de la réplication, par exemple dans le cadre d'un dérapage de l'ADN polymérase. Et un système de réparation NER, il s'agit d'un système de réparation de mutations induites par des cancérigènes environnementaux, par exemple l'ultraviolet, les cancérigènes chimiques. L'instabilité génétique dans ce cas est induite par l'altération des deux allèles de ces gènes. Facteurs cancérigènes. Les facteurs dits intrinsèques, par exemple l'âge. À chaque division de nos cellules, il y a un risque d'erreur. Les multiples mécanismes qui nous protègent de ces accidents s'altèrent avec l'âge. Autrement dit, pour la plupart des cancers, le risque augmente avec l'âge. De nombreuses formes de cancer surviennent rarement avant 50 ans. En moyenne, 60% des personnes atteintes de cancer ont plus de 65 ans. Ceci ne veut dire pas qu'il n'existe pas de cancer qui touche les enfants et les sujets les plus jeunes. Par exemple, les hémopathies malignes, les néphroblastomes et les neuroblastomes. Facteurs génétiques. On estime que 2 cancers sur 3 sont dus à des mutations génétiques aléatoires. Ces facteurs génétiques regroupent aussi les facteurs héréditaires. Ces facteurs sont responsables de prédisposition familiale au cancer. La transmission peut être dominante ou récessive et la pénétrance variable. Les prédispositions génétiques au cancer sont nombreuses et les prédispositions monogéniques sont les mieux connues. Et voici un tableau des exemples de prédisposition familiale aux tumeurs chez l'homme. Les facteurs immunitaires. La réponse immune joue un rôle majeur dans la défense de l'organisme contre le cancer et est probablement responsable du contrôle de la majorité des tumeurs. Ceci est notamment valable à la phase initiale d'émergence des tumeurs. Mais l'infiltration tumorale par des lymphocytes à un stade plus évolué reste un facteur pronostic important pour plusieurs tumeurs. Les mécanismes d'échappement des tumeurs concernent à la fois la réponse immune innée et adaptative. Il peut s'agir d'une immunosélection, sélection au cours du temps des sous-clans tumoraux ayant acquis des mécanismes d'échappement à la réponse immune. Ces sous-clans sont généralement sélectionnés en raison de la diminution de l'expression de cibles ou l'augmentation de l'expression d'inhibiteurs. D'une manière plus simple, la capacité des cellules tumorales à perdre des molécules nécessaires pour leur reconnaissance par le système immunitaire. Et il peut s'agir aussi d'une immunosubversion, induction d'une tolérance spécifique, mettant en jeu des phénomènes plus complexes de coopération intercellulaire. Il existe aussi de nombreuses preuves de l'existence d'une immunosurveillance. Ainsi, de nombreuses situations d'immunodéficience humaine sont associées à une prédisposition pour le développement de cancer. Par exemple, les patients transplantés et traités par les immunosuppresseurs ou les patients atteints de sida.
Les facteurs hormonaux. Certains perturbateurs endocriniens sont fortement soupçonnés d'initier des cancers dits dépendants des hormones. Par exemple, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer de l'endomètre. Les facteurs extrinsèques. Par exemple, les facteurs viraux. Les altérations génétiques des cellules cancéreuses peuvent être secondaires à l'intégration du génome viral dans le génome cellulaire. Il existe deux types de virus. Les virus oncogènes à ADN, ils ne renferment pas d'oncogènes, mais le plus souvent, ils semblent agir par transactivation de gènes cellulaires. C'est ce qu'on appelle mutagénèse insertionnelle. Et les rétrovirus à ARN, certains rétrovirus sont directement oncogéniques, mais il n'en existe d'exemples connus que chez l'animal. Chez l'homme, le rétrovirus HTLV1 s'intègre au hasard dans le génome. Il est dépourvu d'oncogènes, mais contient un gène transactivateur TAX, capable d'activer les gènes de l'interleukine 2 et de son récepteur dans les lymphocytes T. Il existe d'autres agents infectieux, par exemple l'Helicobacter pylori impliqué dans le cancer de l'estomac et les schistosomiases qui sont impliquées dans le cancer de la vessie. Les facteurs environnementaux, que ce soit le niveau socio-économique, les facteurs alimentaires, les différentes habitudes alimentaires, le tabac, que ce soit passif ou actif, et bien sûr l'éthylisme. Les agents chimiques, il en existe de nombreux exemples, par exemple les pesticides, les médicaments, etc. Et pour ce qui concerne les facteurs physiques, les brûlures, les radiations ionisantes qui favorisent les mutations et les cassures chromosomiques, et les ultraviolets qui entraînent des cassures de l'ADN impossibles à réparer chez les malades atteints de xéroderma pigmentosum, qui est une anomalie génétique, d'où la survenue de multiples cancers cutanés. Et les métaux et fibres minérales qui sont considérés comme des agents chimiques. Merci pour votre attention.